Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 22 janvier 2023. C'est un très, très grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. À Dis-moi ce que tu lis, on parle de repères religieux et culturels dans les albums de Jacques Goldstein avec deux élèves de 6e année, Lamis Bouchema et Mohamed Reda Sema, avec leur enseignante aussi, Geneviève Chauvette de l'école Wilfrid Bastien à Saint-Léonard. Dans la chronique littéraire « Raconte-moi une histoire », on vous présente, Mathilde Routy et moi, l'album « Qui a fait pipi dans mon lit » d'Alain-Serge Zotap et Clémence Pénicaud, publié chez Gallimard Jeunesse. Et ensuite, c'est Katia Courteau, libraire jeunesse à la librairie Le Port de Tête, qui vient nous présenter ses coups de cœur de libraire. Et en fin d'émission, il y aura quelques actualités littéraires. Encore aujourd'hui, on fait le plein de livres et de découvertes à propos de littérature jeunesse. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse. Aujourd'hui, je reçois deux élèves de 6e année de l'école Wilfrid Bastien, Lamis Bouchema et Mohamed Reda Sema. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et ça fait plaisir de vous recevoir. Ils sont tous les deux accompagnés de leur enseignante, Geneviève Chauvette, et de la directrice de l'école, Isabelle Massé, qui nous fait signe en régie. On la salue. Bonjour Geneviève. Allô Marie. Alors, Bienvenue à vous tous à Imagemo à voix haute. Geneviève, nous on se dit dessus parce qu'on se connaît depuis longtemps. Tu as déjà participé à l'émission avec tes élèves et vous aviez parlé à ce moment-là de la collection noire que tu utilises dans ta classe et que les élèves adorent en règle générale. Mais aujourd'hui, on aborde ensemble un tout autre thème que les polars. Avec toi et tes deux élèves, on va plutôt parler de certains livres de Jacques Goldstein que tu présentes dans ta classe à tes élèves. Pourquoi, Geneviève, ces livres en particulier et comment sont présentés ces livres? Ben d'abord, il faut dire que je porte Goldstein dans mon cœur depuis vraiment longtemps. Avec les débrouillards, j'avais un petit débrouille à l'époque, Bepo, Van l'Inventeur, donc j'étais quand même une fan à l'époque. Et j'étais très heureuse de reprendre ces albums en classe pour présenter cet auteur et illustrateur-là avec mes élèves. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'ils présentent souvent des personnages aux nationalités différentes. Et tout le monde se croise. Les différences viennent pas interférer dans l'amitié, dans le respect. C'est toujours bien présenté. Mm-hmm. Et ce que j'affectionne particulièrement, c'est mon cher Montréal à mon cœur, qu'avec mes élèves, on est capable de voir les repères culturels à Montréal. Qu'on connaît ou qu'on veut découvrir. Ouais. Et automatiquement, les élèves, ils se sentent touchés. Oui, et dans quel contexte tu travailles? Je le fais en général plus en éthique et culture religieuse. Oui. Donc, ça me permet de parler des symboles religieux, ça me permet de parler justement de ces repères culturels-là. Uh-huh. Et on découvre, puis on rentre beaucoup dans l'éthique l'humain. Ah oui, beaucoup de l'humain. Dans le vivre ensemble aussi. Vraiment. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, moi, je remarque que pour illustrer ce que tu viens de dire, en fait, moi, je voudrais citer une page du programme de formation de l'École québécoise en éthique et culture religieuse. On peut lire ça. Le programme d'éthique et culture religieuse offre aux élèves de tous horizons les outils nécessaires à une meilleure compréhension de notre société, de son héritage culturel et religieux. Les élèves sont par ailleurs invités à s'ouvrir sur le monde, à développer leur capacité d'agir avec les autres. En outre, en les réunissant dans une même classe, plutôt qu'en les séparant selon leurs croyances, ce qui était le cas avant, et en favorisant chez eux le développement d'attitudes de tolérance, de respect, d'ouverture, on les prépare à vivre dans une société pluraliste et démocratique. Donc, on parle de discussion, d'échange, de tolérance, de respect, d'ouverture dans les classes où se retrouvent des élèves qui sont réunis plutôt que séparés selon leurs croyances. Ça, c'est vrai, particulièrement dans votre milieu scolaire. Pourquoi c'est vrai, Geneviève, particulièrement à Wilfrid Bastien? Bien, Wilfrid Bastien, il faut savoir que c'est situé dans le quartier Saint-Léonard à Montréal. Donc, et on accueille pas loin de 900 élèves, un petit peu plus à mon souvenir, qui sont issus de nationalités très variées et de cultures religieuses aussi très variées. Et on réussit à l'école, je trouve, à vivre là-dedans, dans le respect et tout. Puis c'est le fun de voir justement que même dans nos albums, dans nos histoires, ça se peut le vivre ensemble, qui se passe bien,
Contrairement à ce qu'on peut voir peut-être aux nouvelles ou à l'actualité, dans les actualités et tout. Puis d'y aller avec un peu un message de respect puis d'ouverture. Oui, exactement. Et c'est ce que Jacques Goldstein fait dans ses livres. Vraiment. Il nous présente ça. Oui. Alors Geneviève, on va donner la parole à tes élèves pour nous parler de ces albums de Jacques Goldstein et de quelques-uns des repères culturels ou religieux qu'on y retrouve. Moi, j'aimerais ça que vous nous donniez des exemples de ce que vous avez trouvé comme repères culturels de Montréal, du Québec ou religieux. Dans un ou un autre des albums de Goldstein. On va commencer avec toi, Mohamed Reda. Alors, qu'est-ce que tu as retrouvé, toi, dans quel album de Jacques Goldstein? J'ai trouvé... en fait, on comprend dans Julie Jim la vie rurale au Québec. Oui. Du début du dernier siècle. Oui. Le dernier siècle dernier. Là. Le siècle passé. Oui, le siècle passé. Que deux amis canadiens qui sont franco-français et anglophones. Ouais. Et... donc, j'imagine que Jules, c'est le francophone et Jim, c'est l'anglophone. Oui. C'est ça. Oui. Après ça, ils vont vivre des péripéties qui est la guerre, etc. Et que ça a impacté, mais qu'est-ce que ça fait sur eux directement? Sur leur vie à eux, dans leur milieu à eux, au Québec. Oui. Alors, le livre se passe au siècle dernier. Est-ce qu'on parle d'une guerre en particulier? Oui, on parle de la Première Guerre mondiale. OK. Oui. Cette Première Guerre mondiale, donc, on est dans les années 1914, autour de ça, là. Parce que la Première Guerre mondiale, c'est 1914-1918. Oui. OK. Et ces deux personnages-là ont vécu cette guerre-là. Oui. Ah oui. Est-ce que tu as choisi un extrait dont tu voudrais nous parler particulièrement? Bon, j'ai pris un extrait qui est un peu rigolo. Oui. Je trouve. Jules Jim rejoint le milieu des soldats canadiens qui partaient pour l'Europe. Jules s'est présenté 2 minutes trop tard. Le bateau est plein, vous embarquez sur le suivant. Mais c'est un ordre. Après ça, on voit un petit bateau derrière, qui est presque en piteux état. Ouais. Et qui doit embarquer là. Il doit embarquer, donc ils partent pour la guerre. Oui. Jules et Jim. Est-ce qu'ils se connaissaient avant? Oui, ils se connaissaient avant. Depuis tout petit. Depuis tout petit, ils se connaissaient. Et ils partent ensemble faire cette guerre. Oui. Alors donc, on reconnaît les repères culturels du Québec de cette époque-là dans le livre. Merci beaucoup, Mohamed. Alors, on va aller voir la Miss maintenant. La Miss, toi, tu as trouvé autre chose comme repère religieux dans un des livres de Jacques Goldstein. Alors, de quoi tu nous parles, toi? Je parle du livre Les Étoiles. Oh oui. Et comme repère religieux, j'ai trouvé le fait que le père de Aïcha, qui est une jeune fille musulmane, la force à porter le voile alors qu'elle n'en a pas envie. Oui. Et aussi, autre chose, c'est que Yaakov, qui est juif, dans sa famille, les hommes, ils portent des bottines et les femmes des ballerines, mais jamais de sandales. OK. Et donc, effectivement, on remarque donc des habitudes de chacune de ces deux, les Juifs et les musulmans. Et ce qui est intéressant dans Les Étoiles, c'est que les deux enfants, eux, ça les dérange pas tellement d'être de religions différentes. Ils sont amis, hein? C'est vraiment intéressant. OK. Puis est-ce qu'ils finissent ensemble? Est-ce que ça finit bien? Oui. Ça finit bien? Ça finit comment? Est-ce que tu veux nous dire ça? Ben, ils vont se marier, avoir des enfants. Ouais, c'est ça. Je sais pas si leurs parents étaient d'accord, par exemple. Ça, l'histoire le dit pas. Jacques Goldstein, il nous parle pas de ça, hein, c'est vrai. Geneviève, j'aimerais t'entendre à propos des questionnements et de la qualité des discussions que ces albums suscitent chez les élèves dans ta classe. Bien, en fait, ce qui arrive souvent, c'est qu'ils sont déjà, comme je disais tantôt, très intéressés du fait que c'est à Montréal directement. Donc, ils reconnaissent le stade, ils reconnaissent la Croix du Mont-Royal, ils reconnaissent certains lieux et ils sont automatiquement intéressés. Et là, en ayant en plus plein de cultures qui se mixent, en fait, ils se reconnaissent et là, les discussions commencent et ils sont toujours portés à dire des événements marquants qui leur sont arrivés à eux.
Ah oui? Et ils font plus de liens. Donc, les discussions sont super intéressantes par rapport à ça. Et ce qui amène aussi le fait que, moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que nous, en tant qu'adultes, on est portés à leur dire qu'il y a des différences et qu'on doit les respecter. Ouais. Alors que directement, les enfants, eux, ils pensent pas à ça. Mais non, ils vivent leur vie d'enfant Exactement. dans les livres de Jacques Goldstein puis dans ta classe Exactement. aussi. Donc, les liens sont vraiment faciles à faire et les discussions sur la vie en général, là, on pratique un peu la philosophie quasiment là, grâce à ça, avec la touche d'humour de Goldstein, avec la touche de douceur et de tendresse aussi qui est amenée là-dedans. Fait que c'est super intéressant. Effectivement, parce que ça suscite réflexion. Exact. Ouais, c'est intéressant. La Miss, tu avais choisi Les Étoiles. C'est un coup de cœur que moi, j'avais aussi, Les Étoiles. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Azada aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Dis-moi, pourquoi tu avais choisi Les Étoiles? Pourquoi c'est un livre préféré pour toi? J'ai choisi Les Étoiles car je m'identifie au personnage de Aïcha. OK. Et ça m'a fait du bien de voir d'autres points de vue sur l'islam. Ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il présente un point de vue sur l'islam? Quel point de vue il présente, Jacques Goldstein? Quel point de vue il donne sur l'islam là-dedans? Par exemple, que son père la force à porter le voile. Des fois, il y en a qui trouvent que c'est les parents qui obligent. Ouais. Mais d'autres fois, non. D'autres fois, non. Effectivement, chaque situation est différente. Merci, la Miss. Puis toi, tu avais choisi, Mohamed Reda, tu avais choisi Jules et Jim. Pourquoi tu avais choisi ce livre-là comme livre préféré? Parce que ça nous montre la Première Guerre mondiale. Oui. Il y a quand même pour les personnes moins jeunes. Et ces personnes-là, c'est plus pour les jeunes. Et ça incite à apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé avant. Et c'est ça. Oui, hein. Puis je me souviens, moi, j'ai eu la chance d'aller dans la classe de Geneviève pour lire un livre dont on parle d'ailleurs. Hein. Vous avez lu l'album La Trêve de Noël et dans le livre de Jules et Jim, on y fait référence. On raconte cet épisode-là de la Première Guerre. Oui. On voit d'abord sur l'image un petit sapin. Oui. Ils sont en train de décorer. La vie dans les tranchées était horrible, sauf à de très rares moments. Ah, alors on fait référence à cet événement-là qui était vraiment un événement important. Qu'est-ce que vous pensez de la manière de dessiner de Jacques Goldstein? Qu'est-ce que tu en penses, toi, la Miss? Je trouve que c'est bien. Et j'ai remarqué que quand il fait des illustrations, ils prennent toute la page. Oui. Et il essaye de faire comme des bandes dessinées. Ah oui, effectivement, il fait parler ses personnages dans des phylactères. Alors moi, j'aimerais d'abord vous dire merci d'être venu. Merci vous être déplacé en studio pour partager avec nous vos réflexions, vos découvertes. Je vous souhaite des lectures très, très, très stimulantes, des discussions éclairantes et je vous souhaite d'abord aussi une bonne continuation de votre 6e année à tous les 3. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi, Marie. Au revoir, Marie. Au revoir. Je m'appelle Delphine, j'ai 10 ans et moi, j'aime lire parce que ça me permet de faire des beaux rêves. Raconte-moi une histoire. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire, dont Marie Barguirgian signe le texte. Mathilde Routier et moi, on vous fait découvrir l'album Qui a fait pipi dans mon lit d'Alain-Serge Zotap et Clémence Pénicaud, publié chez Gallimard Jeunesse. On écoute. Alain-Serge Zotap est un auteur du Cameroun. Infatigable, il écrit dans les bus, les trains, les avions. Il aborde des histoires du réel autant que des contes. Qui a fait pipi dans mon lit est une façon originale d'aborder un souci majeur des petits et des parents, le pipi au lit. Sans mièvrerie ni leçon de savoir-faire, il propose une voix humoristique sur ce thème, tout en mettant en lumière les valeurs familiales autour de l'enfant. Qui a fait pipi dans mon lit s'anime sous le pinceau de Clémence Pénicaud, qui illustre à merveille ses instants de vie et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Avec un tel titre, Qui a fait pipi dans mon lit, le lecteur est sur la piste d'un point de vue décalé pour aborder le sujet. Et oui, puisque c'est le pyjama que papa va gronder ce matin-là. Quelle belle astuce que de personnifier le vêtement que l'on voit se débattre dans la bassine quand on le lave, ou grelotter de froid et se tortiller sur la corde à linge.
C'est un livre tout en tendresse par ses mots, ma petite perle, mon papa câlin, maman poutou, et aussi un récit bien rythmé. Ça bouge, ça danse, c'est très animé. Au-delà du fameux thème du pipi au lit, l'histoire évoque le rôle que chacun joue dans la famille. Le papa dédramatise, la maman présente et souriante encourage, la grand-mère attentive transmet un secret à sa petite fille. Car oui, les pyjamas sont de drôles de petits zèbres. Le ton de l'album ainsi que le très beau lien texte-illustration permettront aux enfants de se reconnaître. C'est donc une histoire miroir. Vous savez, une de ces histoires où les enfants comprennent que ça leur ressemble sans que ça soit tout à fait eux. Ajoutons, Mathilde, que les illustrations de Clémence Pénicaud sont pour beaucoup dans le plaisir de l'histoire, qu'elle situe dans le décor d'un village africain. Rappelons que l'auteur vit au Cameroun. Nous sommes donc la plupart du temps à l'extérieur avec des animaux, des palmiers et de jolies maisons aux toits de paille. Pleine page ou en petites vignettes, ces dessins aux traits vifs et aux motifs variés baignent dans des couleurs vives qui traduisent beaucoup de gaieté et ça contribue énormément à aborder le sujet avec tendresse et légèreté. Mieux qu'un livre de psychopop sur le sujet, cet album soigné et drôle permettra à beaucoup de familles, dont la mienne, d'aborder ce thème en riant. Et bientôt, je pense que dans les familles, plutôt que de faire la moue en voyant un lit mouillé au beau milieu de la nuit, on dira sans doute « Mais qui a fait pipi dans ton lit ?» Rappelons que Qui a fait pipi dans mon lit de Alain-Serge Zotap et Clémence Pénicaud est publié chez Gallimard Jeunesse, qui fête cette année ses 50 ans de littérature jeunesse. C'était Marie Lalande et Mathilde Routy. Parce qu'on a tous besoin d'histoire. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, celui de la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, ainsi que celui vers le blog de Marie Barguirdian, Art Stram Gram. La chronique coup de cœur des libraires. Bonjour Katia Courteau. Bonjour Marie. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette chronique et de pouvoir le faire en vrai cette fois-ci, en studio avec vous. Oui, merci beaucoup de l'invitation. Oh, c'est un grand plaisir pour nous. Katia, vous êtes une passionnée de littérature jeunesse. Ça fait 6 ans maintenant qu'on peut vous voir à la librairie Le Port de Tête. Avant, vous aviez travaillé chez Monet, chez Clément Morin à Trois-Rivières. Oui. Et on vous a entendu comme chroniqueuse à la radio de Radio-Canada à l'émission La librairie francophone. Aujourd'hui, c'est nous, les chanceux, qui profitons de vos conseils pour la 2e fois cette année. Alors, on vous écoute parler de vos derniers coups de cœur de libraire jeunesse. Oui, en fait, j'ai eu envie de vous parler de livres qui font du bien. Oh, oui. Des livres, moi j'appelle ces livres-là souvent les albums lumineux. Et commencer donc en vous parlant de Vol, Vol, Carole. Oui. Bon, déjà, ce titre, Vol, c'est évocateur. Oh, c'est évocateur. Et Carole, j'ai craqué pour elle. C'est mon idole maintenant. Quel beau personnage de Corée R. Tabor, auteur-illustrateur de ce livre, est publié au Genévrier. Oui. C'est un album d'ailleurs qui a gagné le prix Caldecott, qui est un grand prix aux États-Unis. Oui. Et qui m'a fait littéralement fondre. Donc, on suit Carole, qui est un petit oiseau, bébé martin pêcheur, coloré, n'est-ce pas, bleu et orangé, de toute beauté, le sourire presque aux lèvres, qui avance sur la branche et qui décide ce matin-là de faire le grand saut. Le premier vol. Alors, elle s'élance. Et dans cet album, qui est fait d'ailleurs, qui est relié de façon assez particulière, c'est-à-dire qu'on doit le tenir par le haut, on suit l'envolée, le plongeon de Carole. Ouais. Alors, parfois, c'est au sens portrait, parfois c'est paysage, c'est ça? Exact. Donc, c'est le sens paysage qui nous permet de la suivre et c'est très touchant parce qu'on voit les animaux qui ont peur pour elle, qui essaient de la rattraper, qui sont effrayés. Mais en fait,
elle va réussir son vol. Elle va même attraper au plongeon un petit poisson au passage et faire sa remontée. Donc, c'est un livre qui fait du bien pour les 3 ans et plus environ, sur le plaisir d'apprendre à voler de ses propres ailes. Ça, c'est vraiment, vraiment réconfortant. Absolument. Ça donne confiance. Absolument. Ouais. Le deuxième est Pas orange de Giorgio Volpe, illustré par Paolo Proietti, traduit par Christiane Duchesne aux éditions 2. Mm-hmm. Oui. Et là, on change d'atmosphère complètement. On y retrouve Palino, un bébé manchot qui a été laissé sur la banquise et qui va être retrouvé par Tomo, l'ours polaire. Tomo va lui apprendre à découvrir, en fait, le monde qui l'entoure par les couleurs. Donc, une couleur à la fois. Et évidemment, le pas orange, ce titre énigmatique, c'est en fait parce que Tomo ne veut pas lui présenter la couleur orange tout de suite, parce que la couleur orange, c'est celle qu'il y a sur le torse des manchots. Et donc, c'est au moment où il va retrouver la colonie, le ramener à la colonie de manchots, qui vont devoir se séparer, qui va lui montrer enfin cette couleur. C'est évidemment sur la perte, mais sur l'amitié, sur les retrouvailles aussi, et sur comment on peut grandir aussi dans la vie. C'est un livre magnifique, somptueux, d'une grande douceur. Oh, wow. Et je veux évoquer le très beau livre « La plus haute branche » d'Hélène de Blois, illustré par Émilie Leduc aux éditions Monsieur Ed. Ouais. C'est un livre de toute beauté. Les illustrations vaporeuses, on dirait du velours d'Émilie Leduc, nous coupent le souffle. Et c'est aussi un très beau texte d'Hélène de Blois qui nous raconte l'histoire de Elsa qui s'est attachée au grand chêne qu'il y a dans sa cour et qui va tomber malade et qui va devoir être coupée. Donc, tout ce monde auquel elle avait accès, ce grand ami qui l'accompagnait de jour en jour, qu'elle habitait à sa façon, va devoir être coupé. Et c'est donc sur la perte aussi, mais sur la renaissance. Parce qu'une des dernières images que l'on voit dans cet album, c'est les branches coupées et cette Elsa aux cheveux roux magnifiques qui est étendue parmi les branches et dont le regard, en fait, va se pointer sur une petite pousse de chêne. Alors, qui dit que, oui, parfois, dans les pertes, on ne perd pas tout. Et la renaissance est parfois là, au bout. Parce qu'on grandit. On grandit aussi, ouais. De l'espoir. Hein? Oui, de l'espoir, des livres qui nous accompagnent et qui nous aident un peu à grandir. Oui, qu'on soit adulte ou enfant, on a besoin de ça. On a bien besoin de ça. Merci, Katia, pour ces prescriptions littéraires, parce que moi, je considère que c'est comme un peu médicinal et ça va nous faire du bien. On rappelle que les auditeurs pourront trouver toutes les références à propos des livres que vous avez suggérés sur le site de l'émission. Merci beaucoup, Katia. Au plaisir. C'est un grand plaisir. Je m'appelle Mathilde, j'ai 8 ans. J'aime lire à mes toutous parce que je me sens bien. Les actualités rares. Les actualités rares, d'autres idées de lecture et de sorties littéraires. Dimanche prochain, le 29 janvier, à Marie Raconte, je lis l'album désopilant Orbi, Dessine-moi un Billy Bouton de Frédéric Wolff et Orbi, publié chez Fonfon. Qu'est-ce qu'un Billy Bouton? Bonne question. Fred, c'est l'auteur, n'arrive pas à le dessiner. Il demande donc l'aide de l'illustratrice Orbi pour le faire, mais ses explications ne sont pas vraiment très claires, loin de là. Délire garanti. Un album complètement déjanté, juste pour le plaisir. On en écoute un extrait. Non, ce n'est pas un mouton, c'est juste un Billy Bouton. Alors, s'il te plaît, peux-tu me le dessiner? Je veux bien, mais il va falloir que tu m'expliques c'est quoi un Billy Bouton. Un Billy Bouton? C'est un Billy Bouton, voyons. C'est comme si tu me demandais c'est quoi un chien. Et Orbi, toute heureuse, tape dans ses mains et dessine une dizaine de modèles de chiens, tous plus hilarants les uns que les autres, dans de petites vignettes carrées. Ah, d'accord, un Billy Bouton, c'est une race de chien. Tu le veux comment?
avec de grandes oreilles, une queue en trompette, les fesses bien dodues? Fred lui répond et leur échange se poursuit. Mais non, je n'ai pas dit qu'un Billy Bouton c'est un chien. J'ai juste dit que c'est un Billy Bouton. Tu comprends? Notez que cette année, les histoires de Marie Raconte sont disponibles pour consultation en ligne pendant 2 semaines à compter de la première diffusion à partir du lien que vous trouverez sur le site de Canal M sous l'onglet Marie Raconte. Samedi 28 janvier, à la Bibliothèque Hochelaga, au 1870 rue Davidson, aura lieu l'activité familiale Les Saisons. Il s'agit d'un conte en atikamekw et en français. Les inscriptions se font en bibliothèque ou au téléphone 514-872-3666. Les samedis 4 et dimanche 5 février prochain, toujours à la Bibliothèque Hochelaga, se tient l'activité Complètement conte. C'est pour les 3-5 ans et l'entrée est libre. En plus du conte, un dessin thématique conclut l'activité. Dimanche 5 février à 15h, la Société littéraire de Laval présente l'activité Musique et fables de La Fontaine. On y présentera 11 fables avec le quatuor Molinari et Catherine Perrin au clavecin et à la narration. C'est pour les enfants et les adultes et c'est présenté à la résidence Le Marronnier au 1500 Montée Monette à Laval. Voilà, l'émission d'aujourd'hui se termine. Je remercie les invités et les collaborateurs. D'abord, Geneviève Chauvette, enseignante de 6e année à l'école Wilfrid Bastien du Centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île, et ses 2 élèves, Lamis Bouchema et Mohamed Reda Sema. Mathilde Routy et Marie Barguirdian pour le texte, pour la chronique littéraire « Raconte-moi une histoire ». Katia Courteau de la librairie Le Port de Tête pour ses coups de cœur de libraire, Michel Brûlé au soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie et au montage et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Et bien voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Bonne lecture!